Au début des années 60, tous les passionnés de montagne se posaient la même question. Que restait-il encore à inventer dans le massif du Mont Blanc, écumé depuis 200 ans par une douzaine de générations d'alpinistes? Après les grimpeurs-compositeurs, défricheurs de voies nouvelles, les alpinistes devaient-ils se contenter de jouer le rôle de grimpeurs-interprètes, répétant les variants les plus prestigieux itinéraires? À Chamonix, l'hôtel de Paris qu'animait Louis Janin accueillait ces nouveaux alpinistes turbulents et téméraires. Tous ces alpinistes habitaient chez moi dans les mansardes. Il y avait 24 mansardes que je mettais à leur disposition. Ils me donnaient un loyer symbolique, c'était le prix des refuges. C'était, je crois, 3 francs par nuit ou quelque chose comme ça. Moyennant quoi, ils avaient simplement un lit et des couvertures. Ils faisaient sécher leurs cordes. J'ai encore souvenir des cordes en chambre qui séchaient à travers la cage d'escalier du 4e étage jusqu'au hall d'entrée. C'était la montagne à l'ancienne. Pour tous les grimpeurs de l'époque, le pilier central du Fresnay restait la dernière, la plus belle et la plus redoutée des parois vierges du massif. 700 mètres d'à pic mêlant neige, glace et escalade artificielle à plus de 4000 mètres d'altitude. En juin 1960, une cordée menée par René de Maison et Pierre Mazot s'y était attaquée. C'est sûr que tous les grimpeurs de haut niveau de l'époque étaient branchés sur ce qui restait à faire dans les Alpes, notamment le pied du Fresnay, qui était vraiment le gros morceau du Mont Blanc. C'est quand même la plus belle. C'est plus au pied du Mont Blanc, c'est la plus belle ascension du Mont Blanc, si l'on veut, dans le style de l'escalade mixte, rocher pur, vertigineux, et puis ensuite avec de l'eau à la glace jusqu'au sommet. C'est une ascension tout à fait exceptionnelle. C'est vrai que c'était encore un des grands problèmes à résoudre au Mont Blanc, car c'est le pilier qui monte le plus proche du sommet du Mont Blanc. J'étais parti avec Pierre, on a traversé la passée du colis du Matar, traversé le glacier du Fresnay, et on a gravi les rochers Grubert, presque jusqu'au sommet, c'est-à-dire à peu près en dessous du col de Peutret. Un peu en dessous du col de Peutret, voilà. Et là, on a dû installer un bivouac. On pensait que le lendemain, il ferait beau. On a installé un bivouac, et le lendemain, c'était le mauvais temps. Et bien sûr, nous avons dû redescendre par le même itinéraire. En juillet 1961, Pierre Mazot organisa un deuxième assaut du pilier du Fresnay. Il réunit 3 amis parmi les meilleurs grimpeurs français du moment. Antoine Diaye était un garçon très attachant. Il avait à peine 20 ans, je crois qu'il n'avait pas 20 ans encore. C'était un athlète superbe, un grand type magnifique, très, très vivant. Et il habitait pratiquement toute la saison chez moi. Coleman était un garçon très réservé, il avait des problèmes d'audition, il était un peu sourd, il était sourd, il portait un appareil. Alors il était toujours un petit peu isolé, mais très souriant. C'était le grand ami de Pierre Mazot. Et Robert Guillaume, lui, était un type très tranquille, c'était un technicien tranquille, un athlète, très, très costaud, un peu solitaire. D'ailleurs, il a fait énormément de courses en solo. C'était un passionné, un mystique presque. Pierre Mazot était très très occupé et il trouvait toujours le temps d'arriver à n'importe quelle heure très rapidement, faire une course, repartir aussi vite, parce que c'était une bombe. Et tous les 4 formaient, c'est sûr, une cordée formidable, de très très haut niveau. Ils pouvaient vraiment faire le pilier du Fresnay. Il n'y a pas de discussion là-dessus, je crois que personne ne le conteste. Il faisait très beau et nous sommes montés le premier jour, le 8 juillet, au refuge de la Fourche, et qui était une sorte de petite cabane, un grand tonneau dans lequel on ne tient pas à grand nombre. Et nous nous sommes installés là pour commencer à dormir. Et puis dans la nuit, on a entendu du bruit. On a vu une cordée qui arrivait, ils ont ouvert la porte et c'est là où j'ai reconnu Bonatti, alors que je le croyais au Pérou. La cordée italienne réunissait Andrea Gioni, un brillant guide de Courmayeur, Roberto Gallieni, un alpiniste chevronné, qui était pour cette ascension le client de Walter Bonatti, le plus célèbre grimpeur italien des années 60. Les Français proposèrent immédiatement aux 3 Italiens de se joindre à eux. Le lendemain matin, nous sommes partis du refuge de la Fourche.
Nous avons passé ce qui s'appelle le col Mour, dans le grand bassin de la Moive, et nous avons remonté le col, la face nord du col de Peuteret. Et nous sommes arrivés où nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire au col de Peuteret à 4000. Et là, on a eu cette vue magnifique que vous avez en face du pilier. Bien. J'ai donc, avec mes amis, tout de suite traversé ces grandes pentes et passé la Rimée, cette grande crevasse qui longe la base des rochers, pour attaquer dans ces rochers grisâtres en diagonale qu'on voit très bien, qui sont relativement faciles, et pour attaquer après dans les rochers rouges. Et nous avons équipé tous ces rochers rouges où on a laissé des cordes pour faciliter la venue de nos amis italiens. C'est le premier bivouac, tout se passe bien. Et Bonatti nous a rejoints 1h30, 2 heures après. Et on a passé une excellente nuit, quoi. Voilà le début du pilier. Le lendemain, grand beau temps, c'est en accord entre nous, c'était aux Italiens d'équiper. C'est Walter qui va partir en tête, puisque j'avais travaillé, disons, la veille, n'est-ce pas? Alors Walter va trouver un chemin qui est assez complexe. La chandelle est au-dessus, à droite, où là, il y a une très belle fissure qui mène au sommet de la chandelle. Vous vous trouvez sous les grands toits sommitaux du Fresnay. Et là, alors, on arrive, grand beau temps. J'ai fait une longueur de 30 mètres. Et c'est là où j'ai senti l'électricité en pitonnant. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait alors qu'il y avait un ciel bleu magnifique. Et Walter, qui a un très grand sens de la montagne et qui connaît admirablement le Mont Blanc, me dit « Pierre, le mauvais temps arrive, il y a la foudre. » Alors je suis redescendu en rappel, j'ai posé mon rappel, je suis redescendu pour rattraper la chandelle où Coleman m'assurait. Et quand j'ai atteint la chandelle, premier coup de foudre qui est tombé dans l'oreille de Coleman parce qu'il avait de l'électricité, puisque étant sourd, il avait un petit appareil qui n'avait pas débranché. Et alors là, ça a commencé la foudre, on est resté un petit peu bloqué, inerte, sans oser bouger, parce que ça tapait de tous les côtés. Et quand même, on est à l'altitude. Heureusement, il neigeait et on était donc mouillés, ce qui nous a permis d'être en quelque sorte, de ne pas être électrocutés, parce que la foudre nous traversait le corps, mais on faisait... elle nous passait, et puis elle allait sous des pieds, elle rejoignait le rocher, quoi. Mais enfin, on a pris pas mal de coups, et puis finalement, on a attendu, on a préparé notre bivouac. Matin, il neigeait un peu, la foudre s'est un peu calmée, alors on reprend un peu espoir et les Italiens se lèvent, on bouge, on avait encore un peu à manger, on fait chauffer le réchaud. Oh, il faut que je reparte, il n'y a plus que 60 mètres pour attraper le grand toit, on va sortir, etc. On se remue un peu, on se bouge, et puis la foudre reprend, et puis on en reprend en plein la gueule. Et puis ça se met à neiger et tout, alors on se remet dans nos tentes en plastique, quoi. Et puis on s'aperçoit là que Coleman est très triste et tout ça. J'ignore totalement qu'il a été frappé très durement et nous saurons plus tard qu'il a eu un édème au cerveau. Deuxième bivouac, dans de très mauvaises conditions, encore la foudre, le mauvais temps. On est très affaibli, donc on parle de moins en moins, on essaye quand même de se reposer. On a fini les petites ampoules de gaz, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire chauffer quoi que ce soit. Et je me souviens, le soir, j'ai du troisième jour, donc enfin le troisième jour là-haut, je rejoins Walter en me disant « Walter, qu'est-ce qu'on fait ?» Commence à percer un peu l'idée qu'on n'ira pas au sommet, qu'il va bien falloir s'en sortir si on veut vivre.
lendemain matin, alors la grande tempête. Alors là, avec Walter, alors qu'on n'avait jamais prononcé le mot, il faut descendre. Et j'ai commencé les premiers rappels. Alors là, dans des conditions vraiment très difficiles, je ne savais pas où j'allais, il y avait un vent terrible, mes cordes remontaient par-dessus moi. Walter me gueulait en me disant « Pierre, c'est par là, il faut que tu tires à droite ou à gauche », mais je n'entendais pas avec le vent, et puis j'étais complètement KO. Et puis finalement, toute l'équipe, on a descendu en une journée complète le pilier par des rappels sans savoir exactement où on passait. On est arrivé au bas des rochers, il y avait 1,50 m de neige, on a fait une véritable tranchée, il avait neigé pendant 3 jours, 3 nuits, pour arriver ici au col de Peutret. Alors au col de Peutret, qu'est-ce qui se passe? Toujours la tempête de neige, il y a une grande crevasse qui est là. Et hop, on se fout dedans, on descend dans la crevasse pour se protéger du froid, de la tempête. Coleman n'allait pas très bien, je me rendais bien compte qu'il était très affaibli. Guillaume, pas bien non plus. Par contre, Vieille m'a parlé toute la nuit. Alors j'ai trouvé quand même bizarre qu'il parle un peu comme ça, pendant que les Italiens parlaient entre eux. Il me parlait, il me disait tout, il me disait « Pierre, dis donc, qui est-ce qui va gagner le Tour de France? Je ne vais pas le savoir. » Je lui dis « Pauvre con, tu vas le savoir, on est à Chamonix demain, on descend demain par les Grubert et on se tire de ce mauvais temps, etc. » Et à 4 h du matin, la tempête est très très forte. J'ai appelé Walter, j'ai dit « Walter, écoute, il faut absolument qu'on descende tout de suite, parce que sinon, on crève tous. » J'avais des trousses où j'avais des piqûres de coramine. J'ai piqué le cul de tout le monde. Et puis, on a entamé alors la grande descente exactement par là pour attraper les rochers Grubert. Avant d'attraper les rochers, un peu en contrebas, à 200 mètres d'ici, c'est assez raide, Walter traverse pour attraper les rochers où il met un piton, il fait venir les gens. Vieille s'arrête et me dit « Pierre, traverse et tu m'assures. » Et puis il s'assoit au milieu du couloir. Il s'assoit. Je l'engueule, surtout que Walter en bas me dit « Pierre, fais-le vite venir, qu'il se relève, parce que sinon, il va me foutre une avalanche sur la gueule et on part tous. » Et c'est raide, hein, pour descendre sur le bassin inférieur du Fresnay. Alors là, on glisse tous, on est tous morts, quoi. Et je l'engueule, je lui dis, lève-toi, nom de Dieu, tu m'emmerdes, tu nous fais chier, tu risques une avalanche. Il répond pas, il était assis dans la neige. Je retraverse par les lois, il était mort. Il avait eu l'embolie, quoi, l'édème, et d'un seul coup. C'était le plus jeune d'entre nous, le plus costaud, il avait terriblement travaillé, c'était un alpiniste hors pair. Paf, le plus jeune, il a été frappé. Alors là, j'ai senti que ça y est, tout le monde était atteint, parce que par la mort d'un type qu'on laisse comme ça dans ces conditions, puis on était dans la tempête, hein, on ne voyait pas à 10 mètres devant nous. Et Walter continue à poser les rappels dans les rochers Grubert. On était des automates, on ne savait plus où on était. Tantôt c'était Walter qui était en tête parce qu'il connaît bien. Tantôt il me disait Pierre, vas-y. On ne s'occupait même pas des autres derrière nous. Il y avait encore quand même Coleman, Guillaume, Johnny et Gallieni. Et on traverse finalement le feu Peutret dans la journée. On arrive au bas du col de l'Inominate. Walter monte, équipe, et Gallieni, tiré par Walter, monte. Et qu'est-ce que je vois? Je vois mon Coleman qui chope la corde qui pendait et qui se tire et qui rejoint, dans des conditions incroyables, surhumaines, qui rejoint là-bas au sommet du col, à 80 mètres, Gallieni et Bonatti. Et puis, Walter me dit, écoute, Pierre, nous allons vite redescendre pour aller chercher du secours au refuge Gamba. Toi, occupe-toi de Johnny et de Guillaume. Moi, j'avais oublié Guillaume. Voilà pas que je me retourne pour aller chercher Guillaume, que je vois pas.
Je remonte un peu dans la tranchée qu'on avait faite pour remonter sur le glacier inférieur de Fresnay en laissant Johnny, qui m'attendait, qui était un peu prostré, Andrea. Et je ne trouve pas mon Guillaume, je cherche, je dis nom de Dieu, mais où c'est qu'il est? Et il était tombé dans une crevasse et il s'était tué, mais je ne le savais pas, mais en tous les cas, je l'avais perdu. Alors, la nuit arrive, je fais la première longueur du col de l'Inominate et je fais venir Johnny. Et puis là, c'est la nuit, il y a un piton au milieu, je m'attache. Et j'attache Johnny à côté qui, je ne veux pas dire délirait, parce que ça serait un peu péjoratif, mais qui était déjà plus de ce monde. Et Andrea commence à me parler de Portofino, il me parle en italien, il ne parlait pas un mot de français, mais je comprends vaguement, puis il me dit qu'il a laissé la moto à Courmayeur, qu'il est embêté, etc. Et puis, il est mort un peu de temps après dans mes bras, quoi. Alors là, j'étais dans la tempête, j'ai pris peur, j'ai joué avec ma veste en duvet en l'ouvrant, et puis je comptais les plumes, des conneries, quoi. Et puis là, j'ai dit, il faut que je m'en sorte. Et c'est là où il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. J'avais oublié que j'étais à un piton. Je m'étais mis un piton pour bien tenir. Et j'ai voulu monter, Johnny étant mort, je le laisse à côté de moi. Et par une... Je n'arrivais pas à décoller le rocher puisque j'étais accroché au piton. Et chac, le piton se barre par la force que j'ai donnée. Et paf, me voilà qui tombe, mais Johnny aussi. Et on a fait 10 mètres, on est tombé entre deux blocs. Et lui qui était mort m'a sauvé parce que je suis tombé sur le mort. S'il était tombé derrière moi, je me tuais parce que j'étais écrasé entre les blocs. Et là, j'étais plus ou moins dans un état comateux. Je me revois penser des conneries, mais je me souviens, parce que je l'ai écrit, que je me suis dit quand même, c'est con de mourir. J'ai pas encore vu les Van Gogh à Rotterdam. Merde, ça me manque. Ce sont des bruits qui me ramènent à la vie le matin de ce dernier bivouac, où je vois au sommet du col de l'Inominate 2 types qui descendent en rappel. Pierre, on est là. Et puis il me trouve, Andrea à côté, j'étais sur lui, moi, bloqué dans mes blocs, mort. Et ils n'ont même pas demandé Guillaume, j'ai dit c'est fini, quoi. Et là, ils m'ont tiré au sommet du col de l'Inominate, ils m'ont fait 2 piqûres. J'étais un peu dans l'état comateux, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je revois par des photos qui ont été faites que je marche debout avec eux, parce que la descente du col de l'Inominate vers Gambas, c'est rien. Alors j'arrive au refuge et je tombe dans les bras de Walter qui naturellement me dit « Andrea !» Et je lui dis « Coleman !» Alors, c'est la fin de ce drame, il me dit « Pierre est mort » et je lui dis « Andrea aussi ». J'ai un peu l'émotion. Pierre était mon meilleur ami et Andrea était le meilleur ami de Walter. Voilà, la fin de l'histoire.
Je dois dire que mon père m'avait beaucoup aidé quand j'étais à l'hôpital de Lyon, où j'avais beaucoup de tristesse, et il m'avait dit « cesse de pleurer, d'être triste ». Et il m'avait apporté un livre de Sandrard, tout à fait remarquable, « La main coupée », où il raconte toute la mort de sa propre compagnie à la guerre de 14-18. Et au début de ce livre, la dédicace est « À mon fils », et la page suivante, il y a des points de suspension, on n'est plus obligé de sauter une page, « Mort où il souhaitait mourir ». Il était mort en aviation, c'était un as de l'aviation, du début de l'aviation, le fils de Sandrard. Et j'ai compris que finalement, mes amis sont morts où ils souhaitaient mourir, d'où la dédicace de mon bouquin dans Montagne pour un homme nu. Et ça m'a tout à fait enlevé une profonde tristesse, dis-moi, liée à l'amitié, à la perte de ses amis. Ben, ils sont morts, oui, où ils souhaitaient mourir, jeunes, et je les verrai toujours jeunes. Je ne verrai pas ces types avec mon âge et vieillir. Il y a là un motif qui enlève un certain attendrissement, disons. Dès l'annonce du drame, la presse italienne à sensation déclencha une campagne de diffamation contre Walter Bonatti, arguant qu'il aurait abandonné ses compagnons pour sauver en priorité son client, Roberto Gallieni. Honni en Italie, décoré en France, Bonatti restera longtemps meurtri par ces grotesques accusations. Mais de cette douloureuse aventure naîtra entre Bonatti et Pierre Mazeaud une indéfectible amitié. Le vent et la tempête et surtout la foudre, l'orage. Ci può dire che cos'è che anima in lei e negli altri come lei questo desiderio di vincere le montagne? Io penso che la maggior parte di questa gente ce lo chiede anche perché, non conoscendo il nostro mondo, non può rapidamente assimilarlo dai pochi dati che noi alpinisti e chi parla delle nostre imprese offrono loro. Lo giudicano questa nostra attività attraverso le nostre imprese appunto materiali, il lato materiale della scalata che io trovo è sempre il meno espressivo. Ignorando invece questa forza spirituale, questo desiderio, questa volontà di vivere intensamente che io penso sia alla base delle nostre scalate. Pour bien comprendre la vie, et là je partage le sentiment énoncé tout à l'heure par Walter, il faut effectivement qu'on soit, au travers du risque que l'on prend ou d'autres circonstances, confronté peut-être avec la mort. Confronter soi-même avec la mort, ça vous permet une réflexion. Mais confronter avec la mort qui frappe les autres, ça vous plonge dans beaucoup plus d'humanisme. C'est pas de l'humanisme pour vous, parce qu'on n'a pas à être humain pour soi-même. L'humanisme vient dans une considération qu'on peut avoir des autres. Alors les critiques, elles existent toujours aujourd'hui contre ceux qui risquent leur vie dans la Formule 1, contre ceux qui risquent leur vie en mer, etc., etc. Mais après tout, c'est là l'élément fondamental de la notion de liberté. C'est de disposer de soi-même.